Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire, à notre échange avec la société PrediLife, donc une société en pointe sur la conception et le développement de tests pour définir son profil de risque sur un ensemble de maladies graves. Alors, nous sommes avec Stéphane Ragusa, son fondateur et président. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, ce webinaire sera un moment d'échange avec beaucoup de questions, j'espère, de votre part, des participants, d'actionnaires. Il y a peut-être trois thèmes qui vont dominer. Premièrement, votre actualité à PrediLife, c'est votre émission obligataire qui est proposée jusqu'au 10 juillet, une émission d'Océane avec un rendement de 8,5% par an. Donc, on essaiera de bien comprendre ce que vous proposez. Deuxièmement aussi, on essaiera de bien comprendre aussi de revenir sur les points importants de votre activité, de votre offre, de votre développement commercial. Pourquoi pas aussi sur le potentiel, le cours de l'action. C'est vrai qu'une émission d'Océane, ça permet de convertir des obligations en actions. Donc, c'est important de se projeter aussi sur le cours de l'action. Avant de commencer, je précise une chose, c'est que cette émission obligataire ne se passe pas sur le site EasyBourse. Elle se passe et on peut la souscrire sur le site de PrediLife. Donc, on va vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, pour commencer, Stéphane, en attendant les questions des participants, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que propose PrediLife et à quelle étape et à quel stade de développement vous en êtes? Oui, alors ce que propose PrediLife, c'est de prédire la trajectoire de chacun, quels sont les risques de maladie en fonction du patrimoine génétique de chacun, de son mode de vie, de ses antécédents personnels et familiaux. L'objectif est donc de hiérarchiser les risques des principales pathologies qui peuvent arriver, l'infarctus, le cancer du sein, de la prostate, etc. Et avec à chaque fois un protocole de prévention personnalisé. Si vous êtes à risque de telle maladie, voilà ce que vous pouvez faire, notamment comme une radiologie, pour identifier la maladie plus tôt et donc la traiter de manière beaucoup plus efficace, puisque dès qu'on identifie tôt une maladie, que ce soit cardiovasculaire ou cancer, elle peut être traitée de manière efficace. Voilà. D'accord. Donc, peut-être on peut juste revenir sur vos principales offres. Donc, il y avait une offre dédiée au cancer du sein et une offre plutôt sur le multipathologie. Oui, sur ces deux offres. Oui, il y a une offre pour les principales maladies, donc infarctus et les 5 principaux cancers, donc sein, prostate, côlon, poumon, mélanome, et une offre spécialement dédiée au cancer du sein, parce que le cancer du sein, c'est la maladie qui touche le plus de monde jeune. Voilà, donc, il y a beaucoup de cancers de la prostate, autant que des cancers du sein, mais ils vont toucher des hommes de 80 ans, alors que le cancer du sein touche beaucoup de femmes de 50 ou 60 ans. Voilà, donc en fait, il y a une grosse demande, je dirais, de la part du corps social pour prévenir le cancer du sein, qui fait perdre beaucoup d'années de vie, comme on dit en termes épidémiologiques, il y a beaucoup d'années de vie perdues par le cancer du sein, beaucoup plus que par le cancer de la prostate ou le cancer du poumon. Donc, vraiment, il y a une demande spécifique, en particulier les entreprises qui voient beaucoup de femmes faire des cancers du sein à 40, 50 ans, alors que ce n'est pas le cas pour les cancers de la prostate, du côlon. D'accord. Voilà, donc deux offres. Alors, pour bien comprendre votre business model, donc vous vendez des tests, pour chacun comprenne bien. Donc, ces tests, vous les vendez aujourd'hui principalement à des sociétés qui, après, les proposent à leurs salariés. C'est ça? Oui, il y a deux modes de commercialisation. Le premier, tant que ce n'est pas remboursé, auprès des entreprises qui, elles, peuvent payer pour leurs salariés. Donc là, il y a un médecin en visio qui va donner les principaux risques de l'individu avec un protocole associé. Et puis, il y a un mode de distribution via les hôpitaux. Et ça, c'est le mode de distribution qui a vocation à se généraliser un jour, mais après remboursement. Donc, les remboursements de ces tests surviendront dans quelques années. Et en attendant, celui qui paye, ce n'est pas le particulier qui ne veut jamais payer pour sa santé en France, mais ça peut être l'employeur. Voilà. Alors, vient une première question. Aujourd'hui, combien de tests ont été réalisés? Combien ont été vendus? Et quel est votre chiffre d'affaires, en fait, sur 2023 et 2024, avant de pouvoir aller voir un peu vos besoins de financement et votre émission obligataire? Alors, on a deux
de canaux. Donc, les tests qui sont vendus auprès des employeurs, c'est à peu près 1 millier l'an dernier. C'est une offre qu'on a lancée après le Covid, au moment où la visio s'est démocratisée. C'est une offre qui a 2 ans et demi. Donc, voilà, à peu près 1 millier de personnes, cette année probablement plus, mais ça reste des chiffres assez faibles. Du coup, en chiffre d'affaires, vous vendez quelques centaines d'euros à une personne, ça fait quelques centaines de milliers d'euros. L'autre voie de commercialisation, auprès des hôpitaux, des médecins, nous a permis de réaliser 25 000 tests dans le cadre d'une étude clinique européenne dans 7 pays. Et là, c'est 25 000 femmes pour lesquelles on a été indemnisés par l'Union européenne à hauteur de 300 000 euros. Voilà, on va dire que c'est quasiment rien, mais ça ne coûte rien non plus. Mais donc le potentiel de marché, il est via le remboursement auprès de toutes les femmes européennes. Il est aussi du côté de l'employé bénéfice, comme on dit, avec des remboursements par des assurances privées. Mais les timings sont assez longs de chaque côté. D'accord. Alors, j'ai quand même des premières questions. Donc, les gens qui participent au test reçoivent un bilan prédictif. À quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, si vous avez quelques éléments un peu concrets. Et aussi, une autre question, dans quelle mesure c'est fiable, en quelque sorte? Voilà, si vous avez 2-3 précisions pour bien asseoir cette proposition de valeur. Oui, ils reçoivent des probabilités, en fait, et surtout un protocole. Par exemple, au cancer du sein, on va dire à une femme, voilà, votre risque à 5 ans, c'est 3%, donc ça correspond au top décile 10%. Bon, ça, c'est des chiffres en valeur absolue ou relative qui ne parlent pas aux patients. Par contre, ce qui lui parle, c'est qu'on va lui dire, vous, c'est bien de commencer une mammographie à partir de 40 ans, tous les ans. Vous pouvez attendre 50 ans. Vous, allez voir un cardiologue pour faire un Doppler de la carotide. Vous, allez faire un scanner du poumon. C'est un risque de poumon. Donc voilà, donc on a 2 volets. On a vraiment des chiffres. Encore une fois, c'est le moyen, c'est pas la fin. Et surtout, vous avez un protocole qui est donné par un médecin. Alors, est-ce que c'est fiable? Il y a des chiffres statistiques qui permettent de qualifier, de quantifier la véracité de la prédiction. Donc, ce que je peux dire en résumé, c'est qu'on prédit les cancers comme on prédit l'infarctus. Chacun sait que le cholestérol, ça augmente le risque d'infarctus ou d'AVC. Quand vous avez le cholestérol, la tension, le fait de fumer, le fait d'avoir un surpoids, etc., une maladie mécanique, l'artère s'encrasse, on arrive à prédire l'infarctus assez correctement. Voilà. Bon, les cancers se prédisent à peu près de la même manière. Celui qu'on prédit mieux, c'est le cancer du poumon, puisque le tabac contribue de manière prépondérante. Celui qu'on prédit le moins bien, c'est le cancer du sein. Mais au global, ça marche à peu près comme l'infarctus. Je vais vous donner un chiffre. Pour le cancer du poumon, par exemple, vous avez 9/10 des cancers qui surviennent chez un tiers des gens, un tiers des fumeurs. Vous avez le fait de fumer, voilà, ça n'occasionne pas forcément le cancer du poumon. Le fait de ne pas fumer, ça ne prémunit pas totalement, parce que vous avez 10% des cancers du poumon qui surviennent chez les non-fumeurs. On voit bien que le tabac est quand même très discriminant. Alors quand vous avez, pour d'autres cancers, plusieurs facteurs, la génétique, la biologie, le mode de vie, etc., on arrive à des niveaux de prédiction qui sont à peu près équivalents, un petit peu moindres à ce qu'on obtient pour le cancer du poumon et total. D'accord. Donc, vous êtes une société française basée donc, à région parisienne, c'est ça? Oui. Et il y avait des questions sur l'environnement concurrentiel. Est-ce que vous êtes à peu près les seuls ou en avance, en France, en Europe, dans le monde, à avoir cette démarche-là? Alors, il existe des concurrents en matière de prédiction de risque des populations à haut risque familial. Donc, les tests de cancer du sein, BRCA, BRCA1, BRCA2, ils sont assez connus pour avoir fait des tests sur Angelina Jolie. Ça concerne les populations à très haut risque familial. Ces personnes-là, ça correspond à peu près à 1% de la population, vont dans les hôpitaux, les consultations d'oncogénétique, et là, on leur fait des tests génétiques pour savoir s'ils sont vraiment à risque de cancer du sein, du côlon principalement, et un petit peu prostate ou d'autres cancers. Ça concerne une toute petite partie de la population. Après, une autre concurrence, c'est la mesure du cholestérol de manière un peu informelle. Du cholestérol, vous êtes à risque, j'en avais pas, vous n'êtes pas à risque. Voilà. Vous avez ça, vous avez après le calcul de risque en fonction de l'âge. Vous avez plus de 50 ans, faites tel test, vous avez moins de 50 ans, vous n'êtes pas à risque. On a ce type de concurrence un peu partielle, ces évaluations de risque un peu sommaires. Nous, on fait ça de manière plus précise
et avec des protocoles de prévention, de radiologie, qui vont être plus personnalisés. Voilà. Donc, il y a une concurrence, voilà, mais elle est aujourd'hui assez informelle. Votre médecin ne connaît pas vraiment vos risques. Il sait si vous fumez, si vous avez du cholestérol, point. Il n'a jamais regardé vos gènes. Et donc, dans le fonctionnement de la société PrediLife, donc vous êtes, j'imagine, avec des médecins partenaires et puis aussi sur l'analyse, parce que ce que vous faites, c'est que vous analysez donc, les tests salivaires pour voir les gènes, tests sanguins, etc. Donc, vous êtes aussi en partenariat avec, j'imagine que vous souffrez d'un ensemble de choses. Voilà. Combien de salariés chez PrediLife? Quels sont les principaux, votre organisation et les partenariats qui vous permettent de positionner votre activité? Combien de salariés? On a 24 salariés, donc 4 médecins. Et après, on a un tiers de personnes à la technique. On fait quand même des logiciels, des tests, pour que ce soit facile d'utilisation. Un tiers au marketing commercial et un tiers pour l'administration générale, la qualité juridique. Voilà, donc 24 salariés. C'est une petite structure. Après, sur les médecins externes, donc on a des laboratoires d'analyse qui font les tests génétiques. Aujourd'hui, c'est fait chez Eurofins. Et puis, les tests biologiques, cholestérol, etc., sont faits dans n'importe quel laboratoire de ville. Et puis, on a des partenaires médecins extérieurs, parce que la société a été créée à Gustave Roussy il y a 20 ans. On est très immergé dans le milieu académique, en particulier celui de la cancérologie. Voilà, c'est une solution qui aujourd'hui est plus en phase de R&D. On a un produit qui marche, on a des agréments, au prix européen, des agréments dispositifs médicaux, et on est juste après cette phase d'agrément, avant les autorisations de mise sur le marché et les remboursements. D'accord. Alors, une fois tout ceci posé, eh bien, pourquoi une émission obligataire? Quels sont vos besoins de financement et quels objectifs pour votre développement? Alors, les sociétés de santé, en général, ont toujours besoin de se financer jusqu'aux autorisations de mise sur le marché. C'est un secteur où, pendant 10 ans, 15 ans, tout le monde le sait, il faut investir, et puis après, une fois qu'on a les remboursements, il n'y a que des cash flows positifs. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de financer, c'est le fait de perdurer dans cette activité en attendant les remboursements, notamment ceux de l'étude MyPEPS, donc une étude européenne qui vise à rembourser notre thèse de cancer du sein qui a été retenue pour les 100 millions d'européennes. Cette étude va se terminer en 2027 et donc on a besoin de se financer jusque-là. La valorisation de l'actif, cet actif, donc les droits associés, ont été évalués, on a fait des communiqués de presse, à plusieurs centaines de millions et on a des besoins de financement d'ici là qui sont assez faibles, qui se comptent plutôt en millions. Voilà. Ce qui nous coûte cher, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Mais l'étude clinique n'étant pas faite sur nos propres ressources, étant financée par l'Union européenne, on a simplement besoin de maintenir la technique, de commencer à vendre les entreprises, etc. Donc nos besoins annuels sont assez réduits par rapport à la valeur de l'actif. On a un peu plus de 2 millions d'euros de masse salariale, plus des frais annexes, on a fait 3 et 4 millions de dépenses annuelles, un chiffre d'affaires pour l'entreprise qui va être en centaines de milliers d'euros, une valeur d'actifs qui est en centaines de millions. C'est ça les chiffres. D'accord. Donc au final, la levée de fonds que vous escomptez, elle est de combien et pour vous financer jusqu'à quand précisément? Si vous avez... Là, on vise une levée de fonds de 2 millions si on a, pour nous financer au cours à peu près des 12 prochains mois. Selon on peut toujours ajouter les dépenses, les recettes. Le marché n'est pas très favorable actuellement sur la place de Paris. L'attentisme politique ne facilite pas les choses. Donc, en fait, on ajuste un petit peu les dépenses aux recettes. D'accord. Donc, vous avez choisi pour cette levée de fonds une émission obligataire sous forme d'Océane. Voilà, donc, si vous pouvez nous rappeler à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent, ce que c'est qu'une Océane et pourquoi vous avez choisi une Océane surtout. Oui, une Océane, une obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes. Donc, une obligation convertible. Pourquoi faire des obligations convertibles? On peut faire des obligations sèches, mais l'obligation sèche, c'est pour les structures établies. L'État français fait des obligations sèches. On peut faire de l'action si dure. Les obligations convertibles, c'est un schéma assez connu aux États-Unis. Je viens de voir ce matin que Tesla s'était financé comme ça. Donc, on fait des obligations avec un prix de conversion
définie à l'avance. Et donc, si l'action monte, eh bien, vous pouvez avoir une plus-value très importante. Je prends cet exemple de Tesla que j'ai vu ce matin. Les gens qui ont acheté des obligations convertibles de Tesla ont fait x8. Donc, il y avait un taux d'intérêt qui était très faible, qui était de l'ordre de 20% pendant 7 ans, et puis une possibilité de conversion à un prix donné. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on a une obligation, là, 8,5%, c'est in fine, et surtout, vous avez une possibilité de conversion à un prix fixe. Donc, on a mis 7 euros cette année. Bon, sachant que l'action est, voilà, elle vaut à peu près 6 aujourd'hui, elle est montée 24 à 15, elle est, voilà, les analystes disent qu'elle peut valoir 25. Donc, l'intérêt de l'obligation convertible, c'est ça. C'est que vous avez une obligation, quelque chose d'assez tranquille, et une possibilité de plus-value qui est assez forte. D'accord. Alors, cette conversion, donc effectivement, vous dites que le cours peut éventuellement être volatile, monter, descendre, remonter. Donc là, par exemple, si la première année, je peux échanger mon obligation à 7 euros, donc je dis, mon obligation que j'ai achetée qui me verse de 8,5% par an, je veux la transformer en action. Comment je le fais? Est-ce que je peux le faire n'importe quand ou je le fais à une date donnée? Oui, alors on a mis 2 fenêtres cette année, une fenêtre là tout de suite, je souscris et je demande la conversion, et je bénéficie de la réduction d'impôt de 18%, ou juste avant Noël, au mois de novembre, je peux convertir. Donc là, j'envoie un courrier, soit à nous, soit à l'hébergeur de titres, qui est Optevia, donc c'est une filiale du Crédit Agricole, de la BNP aussi, je crois, c'est une structure établie, c'est eux qui sont hébergeurs de titres, donc l'obligation apparaît sur le compte titre, là j'envoie un courrier et je convertis à ce moment-là. Voilà. Donc il y a une machinerie qui permet de le faire, et chaque année on propose une conversion juste avant la fin de l'année pour bénéficier des réductions d'impôts qui sont assorties à la souscription au capital de PME. D'accord. Donc, je rappelle juste que, effectivement, cette opération, elle est proposée sur le site de Predi Life. Et juste, si vous le permettez, si on peut faire juste quelques secondes sur votre site, juste pour que chacun peut-être sache où retrouver les informations que vous nous avez dites. Vous avez parlé d'un ensemble de choses. Donc, si je vais sur le site Predi Life, souscrire à l'émission, là, effectivement, un petit 2-3 éléments d'information. Et effectivement, je retrouve là ce que vous dites. Donc, obligation nominale 1 000 euros, donc je l'achète par tranche de 1 000 euros, 8,5% par an. Je peux la garder jusqu'à 5 ans et donc avoir du 8,5% par an. Alors, in fine, c'est-à-dire que c'est le remboursement se fait au bout de 5 ans. Voilà, sauf ceux qui ont voulu sortir avant en action. D'accord. Et les 8,5%, est-ce qu'ils me sont versés chaque année ou est-ce qu'ils sont capitalisés? Ils sont capitalisés. D'accord, ils sont capitalisés. Donc, effectivement, ça veut dire que si je garde j'investis aujourd'hui, je crois que c'est ça votre schéma, supposons que j'investis 1 000 euros aujourd'hui, et au bout d'un an, effectivement, il y a de 8,5%, 1085. Voilà, de 8,5% chaque année. Voilà. Donc, premier schéma, effectivement, je ne convertis pas. Dans 5 ans, j'ai 1503 euros. Et après, je peux, je dirais faire avoir un effet supplémentaire si chaque année, je trouve que l'action a monté et je veux convertir en action. Où est-ce que je vois à quel prix je peux convertir chaque année? Est-ce que je vais retrouver ça quelque part? C'est dans les termes et conditions. Dans les termes et conditions, voilà. Je pense qu'effectivement, ici, voilà, effectivement, dans la présentation aux investisseurs, je pense que là, on va juste faire Je pense que c'est intéressant, important que chacun sache exactement comment retrouver les choses. Effectivement, ici, donc on voit ici, on retrouve ici, effectivement, combien je peux, en fonction de l'évolution du cours de l'action chaque année. Oui, je prends cet exemple, là, je peux le détailler, là, effectivement. Oui, allez-y, oui, parce que c'est donc là, je souscris pour 1 000 euros. Donc, je suppose, en bas, l'action n'a pas monté, elle a baissé. Donc, la valeur de ce que j'ai, c'est 1 500 euros.
J'ai 50% de gain, 8,5% par an capitalisé, ça fait en gros 50%. Voilà, ça c'est le cas où l'action a un cours qui est faible. Maintenant, supposons que l'action soit à 25 euros. Donc là, il y a un analyste qui a dit l'action, effectivement, devrait valoir 25 euros aujourd'hui. Donc là, mes 1500 euros, je les convertis en actions à l'échéance et on a mis un prix de conversion à l'échéance qui était de 20 euros. Donc ça veut dire que j'ai 75 actions. Si elles valent 25, la valeur de mes titres, c'est 1875. Autre cas de figure, on a une autre valorisation qui a été faite, qu'on a diffusée aussi, faite par une experte en évaluation près de la cour d'appel. Qui dit, voilà, l'actif vaut 200 millions. Quand on divise par le nombre d'actions, ça fait un prix par action de 56 euros. Donc là, je fais des multiplications, pareil, je convertis, et finalement, la valeur de mes titres, c'est 4200 euros. Voilà, donc c'est un moment où le prix de conversion est beaucoup plus faible que le cours de l'action. C'est l'exemple de Tesla que je donnais. Bon, pour eux, ça a été les 1000, c'était aussi des émissions de 1000 euros, devenues 8000. Bon, là, j'ai pris ce cas de figure, il donne 4000 euros. Encore une fois, c'est une valorisation qui a déjà été donnée par un expert aujourd'hui. Une valorisation à ce niveau dans 5 ans, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est des chiffres qui sont réalistes. D'accord. Alors, j'ai une question. Si effectivement je ne convertis pas, j'achète l'obligation aujourd'hui donc à 1000 euros, hein, c'est avant le 10 juillet. Si je veux, donc soit j'attends 5 ans, et donc j'ai 1503 euros. Si au bout de 3 ans, je n'ai ni exercé ni converti en action, mais que je veux sortir, est-ce que je peux vendre mon obligation? Est-ce qu'il y a un marché qui est organisé? Non, on n'a pas organisé de marché, on n'a pas coté l'obligation. On aurait peut-être pu, voilà, mais non. Donc effectivement, donc, il faut savoir que c'est un investissement qui peut engager sur une période de 5 ans, avec bien sûr des possibilités de sortie en fonction du cours de l'action. Vous avez évoqué tout à l'heure le dispositif fiscal. Donc, je crois que c'était aussi écrit d'ailleurs sur le document. Voilà. Donc, si juste vous pouvez nous peut-être sans forcément, je vais rester sur cette page-là. Effectivement, les 18% de réduction d'IR sur conversion en 2024. Voilà, si vous avez quelques explications sur cela. Oui, donc ça, c'est la réduction en dite Madelin. Quand on souscrit au capital de PME, on a droit à 18% d'impôt l'année de la souscription. Donc, c'est une exonération qui est limitée à 100 000 euros par couple par an. On peut souscrire jusqu'à 500 000 euros une année et étaler les 100 000 euros sur 5 ans. Voilà, donc c'est un dispositif fiscal qui vient d'être modifié par le gouvernement. Bon, alors on ne sait jamais ce que ça va donner. Mais normalement, au titre de 2024, ce dispositif médical n'est pas remis en question. Voilà. D'accord. C'est simple. Donc pour ça, il faut convertir en action. Donc il faut dire je souscris les obligations et je convertis tout de suite. Alors si je convertis en action, donc j'ai bien compris que c'était une demande qu'on faisait auprès de Predi Life. Donc il y a 2 moments chaque année, c'est ça, de fenêtres. Et après, l'action, elle est détenue au nominatif chez vous? Oui. Chez nous, elle est nominatif pur. Elle est sur un compte chez Uptevia. Voilà. Donc on accède à son compte titre, là, avec des mots de passe. D'accord. Et après, éventuellement, si je peux très bien demander à ce qu'elle soit transférée vers un compte titre, éventuellement. Pourquoi pas un compte titre Easy Bourse. Mais pas dans ce cas-là, vers un PEA, PME ou un PEA, d'ailleurs. Non, on ne peut pas avoir la réduction PEA si on a la réduction de 18%. Effectivement, on fait un transfert de titre vers un PEA existant ou un PEA tout court, même ou PEA, PME. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. Voilà, donc la souscription, juste pour montrer, pour que les choses soient très claires, ne se fait pas sur le site Easy Bourse. Ça se fait sur le site Predi Life. Effectivement, c'est important. Je pense que votre site, il y a plein de réponses aux différentes questions qui permet à chacun
de bien comprendre, de bien comprendre les choses. Peut-être que, donc là, j'avais aussi quelques questions complémentaires sur le développement à l'international de PrediLife et surtout sur le potentiel, parce que donc comment essayer de se dire dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, PrediLife, c'est une pépite, c'est une licorne. Est-ce que vous avez dans votre business model, dans le marché que vous ciblez, la capacité à avoir un développement exponentiel ou très important? Oui, ça c'est les prévisions qui ont été faites par des analystes, mais je peux les relayer, chacun peut les vérifier assez facilement. On a un test de prédiction du cancer du sein qui a vocation à être utilisé par toutes les Européennes. Toutes les Européennes depuis 40 ans pour savoir si ça vaut la peine de commencer leurs examens tôt ou tard, si elles sont à risque ou pas. Donc là, on est sur un marché cible de 100 millions d'Européennes. Bon, donc à 5 ans, 10 ans, l'étude clinique sera terminée, les remboursements viendront, donc on passera à quelques millions de femmes chaque année. Voilà, ça ne sera pas une centaine de milliers. Ça voudrait dire que sinon, ça ne marche pas. Les leaders d'opinion sont trompés. On fait ça avec Unicancer, la Fédération de centres cancéreux, Gustave Roussy, Cambridge, l'Université Erasmus en Hollande, etc. Il y a tous les leaders d'opinion de la cancérologie en Europe. Donc, c'est notre test qu'ils ont retenu pour prédire le risque des Européennes. Donc, le potentiel de marché, vous êtes sur 100 millions de personnes, il est gigantesque. Donc, on a le monopole sur notre test, mais c'est le nôtre, on a tous les droits, on a le brevet, etc. Donc, on doit passer quelques millions de femmes chaque année pour atteindre ces 100 millions, encore une fois, et c'est intéressant de savoir qui est à risque, pour savoir quand commencer les examens. Mettons qu'on passe 10 millions de femmes par an, avec un test vendu 100 €, c'est à peu près ça qu'on peut estimer comme prix de remboursement. Vous êtes sur une taille de marché annuel de 1 milliard. Une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires dans le monde de la santé, fait toujours beaucoup de marge, vaut plusieurs milliards. Voilà. Le potentiel de la société, et j'invite chacun à le vérifier, hein. C'est pas moi qui dis, écoutez, c'est une pépite. Chacun peut vérifier, effectivement, que le même risque, c'est le test qui a été retenu et que ça peut concerner toutes les femmes. Voilà. Après, chacun fait ses calculs. D'accord. Puis j'imagine qu'après, aujourd'hui, vous avez une marge par test. Aujourd'hui, je crois que votre test, il est autour de 200, 300 €, hein, c'est bien ça? Quand on vend avec un médecin, en visio, voilà. Donc, le jour où ça sera remboursé, on n'aura pas la consultation médicale à payer en plus du côté de l'employeur. Hein. Il n'y a que le test. Donc, ça sera, mettons, remboursé à peu près 100 €. Ça va moins cher, mais sur des volumes un peu plus larges. Donc, je pense que effectivement, la quote-part de coûts fixes va être vite amortie par un développement important. Et puis après, vos coûts variables, certainement aussi, ont vocation à baisser. Oui, tout à fait. Une fois que c'est remboursé, quand dans le monde de la santé, c'est ça. Au début, vous n'avez que des investissements, et après, il n'y a que des recettes. C'est autre chose. D'accord. Alors, je regardais un petit peu les différentes questions. Oui, il y avait une question sur donc aujourd'hui PrediLife, une société indépendante. D'accord. Vous êtes, je crois que c'est vous le principal actionnaire. Est-ce que vous voulez faire entrer des poids lourds de la santé, ou est-ce qu'il y a des propositions de rachat ou des partenariats très structurants capitalistiques qui pourraient être faits sur les prochaines années? Oui, c'est l'objectif. On est sur des marchés gigantesques, il faut faire des partenariats avec des gens, des partenariats capitalistiques, des partenariats de distribution pour adresser différents marchés qui sont en Europe et aux États-Unis. Donc, tout à fait. Donc, on est en train d'amorcer des discussions avec des acteurs. Il y a bien sûr les gens de la pharma qui peuvent être intéressés, on est très proche d'eux. Il y a des gens de l'analyse biologique, grande chaîne de laboratoires de biologie qui peuvent être intéressés. Il y a des gens de la tech. On est très proche de bases de données, de l'IA. Voilà, il y a pas mal d'acteurs qui peuvent être intéressés par ce qu'on fait. On est au confluent de plusieurs domaines qui ont le vent aujourd'hui. La tech, la pharma. D'accord. Et il y avait aussi peut-être un point intéressant, c'est sur votre... qu'est-ce que je veux dire? Il y avait le... attendez, je regarde juste les questions qui se posent. Oui, c'était une question sur Mammorisque.
il y avait une question sur, vous avez fait un accord avec l'Union européenne sur une étude particulière. Si vous avez 2-3 mots à dire sur cette étude et quel était le contexte? Oui, l'Union européenne a financé une étude qui s'appelle MyPEPS, My Personalized Breast Screening. Donc l'idée, c'est d'identifier le risque de cancer du sein de toutes les femmes en Europe. Donc cette étude européenne a commencé en 2017. C'est des projets qui sont très très longs. 12 millions ont été alloués par l'Union européenne pour le recrutement de 50 000 femmes dans 7 pays. Donc il y a 25 000 femmes qui bénéficient de notre test et qui font des examens plus ou moins fréquemment et plus ou moins intensivement. Et puis 25 000 femmes qui sont dans le bras, en gros, placebo, avec le dépistage classique. Et puis on va regarder s'il y a moins de cancer métastatique, identifié plus tôt, dans le bras, comme on dit, avec le dépistage personnalisé. On attend à peu près 20% de cancers métastatiques en moins dans le cadre de cette étude. Donc, l'étude a commencé en 2017, elle va se terminer en 2027. Et après, une fois qu'on aura étayé ce chiffre de 20%, les remboursements vont survenir. D'accord. Et aussi, alors qu'il y avait quelques questions, c'est que donc là, vous lancez une émission obligataire, donc comme on a vu les Océanes jusqu'au 10 juillet avec 8,5% par an. Vous aviez déjà lancé dans le passé des opérations semblables. Donc, juste pour voir un petit retour sur comment c'était passé, est-ce que les gens finalement avaient pu, voilà, tout simplement un retour sur ce que sur ceux qui avaient participé. Donc, vous aviez remboursé de 8%. Rappelez-nous un petit peu l'opération de l'année dernière, juste pour que les gens puissent se projeter, disant, pas si je l'avais fait il y a 1 an ou il y a 2 ans, qu'est-ce qui se serait passé? Oui, on en a fait 5 ou 6. On en a fait tous les 6 mois à peu près des émissions d'Océane. Donc, à chaque fois, c'était à peu près le même produit, 5 ans. Donc, elles sont en cours. Le prochain remboursement il survient normalement en avril 2026, dans quasiment 2 ans. La première émission qu'on en avait fait, qui était un peu un test, à l'époque, c'était un produit assez nouveau, c'est l'obligation convertible à destination du grand public, venait à échéance au mois d'avril 2024, et en assemblée générale d'obligataires, on les a prolongés. Voilà, au lieu de les rembourser là, soit en numéraire, soit en action. Il faut toujours les rembourser en action. Ça aurait induit une baisse du cours. Ce n'est pas intelligent. On l'a dit aux obligataires, on a bien compris, et on a reporté le remboursement à la date de la fin de l'étude clinique, normalement en 2028-2029. Ceux qui voudraient quand même sortir avant peuvent toujours convertir au mois de novembre et revendre leurs actions. Voilà, c'est pas l'idée, mais donc on a proposé quand même une fenêtre de sortie là au mois de novembre dans quelques mois. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des différents sujets importants et des différentes questions. Je ne sais pas si vous vouliez appuyer un point particulier ou ajouter quelque chose qui donnerait, voilà, qui peuvent donner du sens à ceux qui voudraient participer, à ceux qui voudraient rejoindre PrediLife comme actionnaire. Donner du sens, si vous posez la question en ces termes, c'est un sujet qui a du sens. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, 20% de cancer du sein métastatique en moins. Au niveau d'une population française, c'est 3000 personnes, 3000 décès par cancer du sein en moins. C'est ça à peu près. C'est ça qu'on peut obtenir. Bon, au niveau européen, mondial, c'est encore plus. Donc, il y a sauvé des vies. Voilà, l'impact est gigantesque. C'est un beau projet. C'est un projet qui est difficile à tout point de vue, qu'il a été techniquement, c'est aussi juridiquement, c'est financièrement, toujours. Mais ce qui motive moi et les salariés de la société, et les actionnaires souvent, parce qu'on en a beaucoup au téléphone, les actionnaires, les obligataires, on a 3000 actionnaires, 2000 obligataires, donc on y connaît, on voit leur motivation. L'avantage de ce projet, c'est que tout le monde comprend ce qu'on fait. Quand vous investissez dans une boîte de biotech, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas si ça va marcher, voilà, et puis il y a souvent de mauvaises surprises. Là, tout le monde comprend ce qu'on fait. Et on se dit, mais oui, c'est très utile, c'est une bonne idée. Si on avait anticipé ma maladie, celle de ma femme, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, on propose de faire ça.
Votre question, quel est le sens? Je crois qu'il est assez évident. Oui, d'accord. Et peut-être aussi une autre question. Donc effectivement, donc on peut, si le cours de l'action évolue favorablement, donc on peut convertir son obligation en action. Et j'en arrive à la question qui est posée par un de nos participants. Finalement, si ce cours évolue à la hausse, il y a des conversions et puis donc il y a de la dilution. Que dire à une personne qui s'inquiéterait de la dilution éventuelle qu'il pourrait avoir suite à cette hausse de cours? Écoutez, c'est une société où les dilutions ont été assez peu nombreuses. Vous l'avez dit à un moment, je suis toujours actionnaire majoritaire, pas tout à fait, mais presque, il me reste 40%. Donc il faut croire que les dilutions ont été maîtrisées. Voilà. Quand vous regardez d'autres sociétés, vous voyez que les fondateurs restent avec 1%, 2% du capital. Là, en fait, on a un domaine qui nécessite assez peu d'argent. On lève 2 millions tous les 6 mois, donc sur des valorisations de 20 millions, c'est ça. Donc, la dilution reste assez faible. Voilà. C'est matérialisé par le fait que les actionnaires historiques ont encore beaucoup d'actions. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. On n'est pas dans un secteur qui est cash consuming. On consomme du temps, on consomme assez peu d'argent. Voilà. Et puis dans tous les cas, s'il y a dilution, ça veut dire que le cours a monté déjà. Donc quelque part, c'était le... Voilà. Donc je pense qu'on a maintenant fait à peu près le tour. Donc je rappelle juste, effectivement, cette opération proposée jusqu'au 10 juillet 2024, elle se passe intégralement, la souscription se passe intégralement sur le site PreadiLife qu'on allait voir tout à l'heure. Vous avez vu qu'on retrouve tous les différents éléments, il y a tous les documents, tout a été agréé par l'AMF. Vous me confirmez que ça a été visé par le régulateur. Et il n'y a pas de prospectus en dessous de 8 millions d'euros, donc il n'y a pas de visa AMF pour cette opération. Il y a un prospectus AMF, il y a un visa AMF d'un document d'enregistrement qui est sur notre site d'ailleurs, qu'on a fait il y a un an. Vous retrouvez toutes les informations de la société. Là, nous avons soumis les documents de communication à l'AMF, mais pour être très précis, il n'y a pas de visa AMF sur les petites opérations en dessous de 8 millions. D'accord. Et comme ça se souscrit sur le site PreadiLife, si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un PEA ou un compte titre EasyBourse pour le faire, mais si vous avez un compte titre et que vous exercez un jour votre obligation en action et que vous avez une action, vous pourrez toujours transférer votre action, vos actions PreadiLife chez EasyBourse pour avoir un prestataire global et pouvoir un IFU global et pouvoir gérer globalement vos actions chez nous. Voilà. Écoutez, Stéphane Ragusa, merci beaucoup pour vos explications, vos précisions. Merci beaucoup à tous les participants pour leur participation et également pour leurs questions. Merci. Et à tous, un très bon après-midi. Merci, bonne journée. Au revoir.